On aborde ici la dernière partie de ce chapitre sur les polynômes, où on va se poser la question de la décomposition d'un polynôme en facteurs irréductibles dans C crochet X et dans R crochet X. On va distinguer les cas. Et dans cette vidéo, on va faire uniquement l'étude dans C crochet X. Je vais énoncer tout de suite le théorème fondamental, qui d'ailleurs s'appelle théorème fondamental de l'algèbre ou encore théorème de d'Alembert-Gauss, qui nous dit que tout polynôme P de C crochet X non constant admet une racine complexe. Ok. À noter que cette démonstration, elle est difficile et elle est hors programme. En corollaire de ce théorème, eh bien, en fait, les seuls polynômes irréductibles de ces crochets X, ce sont les polynômes de degré 1. Alors, pour démontrer ceci, commençons par dire que les polynômes de degré 1 sont effectivement irréductibles, puisque les seuls polynômes qui divisent les polynômes de degré 1, ce sont les constantes et les polynômes qui leur sont proportionnels, donc ce ne sont pas des diviseurs stricts. Ok, donc j'ai déjà une première partie, je sais que les polynômes de degré 1 sont bien irréductibles. Maintenant, considérons un polynôme de C crochet X de degré supérieur ou égal à 2. Eh bien, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, je sais que P admet une racine que je vais noter alpha. Ainsi, ce que je peux dire en utilisant la caractérisation des racines, c'est que x moins alpha divise P, et donc P n'est pas irréductible, puisqu'il admet comme diviseur strict x moins alpha. On a bien démontré ce qu'on voulait, puisque les polynômes de degré 1 sont irréductibles, et les polynômes de degré supérieur ou égal à 2, ne le sont pas. Donc les seuls polynômes irréductibles de ces crochets X sont bien les polynômes de degré 1. On arrive donc au théorème qui est le théorème de cette vidéo, qui nous donne la décomposition des polynômes dans ces crochets X. Tout polynôme P dans ces crochets X non nuls se factorise de façon unique, alors attention à l'ordre des facteurs près, sous la forme lambda fois le produit de x moins alpha k à la puissance mk. Donc c'est pour ça que je vous dis unique à l'ordre des facteurs près. Ici, si vous intervertissez x moins alpha 1 puissance m1 et x moins alpha 2 puissance m2, eh bien c'est quand même exactement la même chose. Ok, donc votre lambda, c'est le coefficient de votre polynôme. Il est complexe et il est non nul, puisque votre polynôme est non nul. Les alpha i, donc ce sont les racines complexes de votre polynôme, les racines complexes distinctes de P. Et les mi, ce sont leur ordre de multiplicité. M1 pardon, est l'ordre de multiplicité de alpha 1, etc. etc. Voilà le gros théorème, maintenant nous allons le démontrer. En fait, pour l'existence, je vais juste donner une idée de la preuve. Et commençons par voir que pour les polynômes de degré 0, donc les polynômes qui sont des constantes, avec ici lambda appartenant à C privé de 0 puisqu'on a exclu le polynôme nul, eh bien le résultat est vrai. Également pour les polynômes de degré 1, c'est vrai aussi, puisqu'on l'a déjà vu précédemment, on peut écrire un polynôme de degré 1 sous la forme voulue, c'est-à-dire en écrivant ceci de cette manière-là. On a bien ici le coefficient dominant et ici l'unique racine qui est d'ordre 1 du polynôme P. Et prenons un polynôme de degré 2. Par exemple, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, je sais qu'il existe alpha une racine, donc je vais pouvoir écrire P sous la forme x moins alpha fois q, puisque x moins alpha divise P, et q, c'est un polynôme de degré 1, donc qui peut s'écrire sous cette forme, et donc c'est gagné pour un polynôme de degré 2. Ensuite, pour un polynôme de degré 3, eh bien je réitère ce procédé. Donc on comprend comment ça se fait, l'existence, c'est une récurrence sur le degré de P. En effet, donc si une telle décomposition existe pour les polynômes de degré n, si je prends P un polynôme de degré n plus 1, le théorème de d'Alembert-Gauss assure l'existence d'un alpha tel que x moins alpha divise P. Donc je peux écrire P comme x moins alpha fois Q avec Q cette fois-ci de degré n. Et donc en utilisant mon hypothèse de récurrence, c'est gagné. Pour l'unicité de la décomposition, constatons que si P il est de la forme donnée dans le théorème, alors nécessairement pour commencer, ce que je peux dire c'est que en fait lambda ici, c'est la constante qui va être devant le monôme de plus haut degré, c'est donc bien le coefficient dominant de P. Je n'ai pas le choix en fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire des alpha k? Eh bien que nécessairement ce sont les racines de P. Pourquoi? Parce que si j'évalue P ici en alpha k pour n'importe quel cas entre 1 et R,
j'obtiens bien quelque chose de nul, hein, puisque j'ai un produit où il y a un des facteurs qui vaut 0. Et si par contre j'évalue en quelque chose qui est différent des alpha i, je vais avoir un produit de facteurs avec tous les facteurs qui sont non nuls, et donc ce sera pas racine. Conclusion, les alpha k ici, pour k entre 1 et r, sont les racines de p, puisque ce sont les seules valeurs qui annulent p. Enfin, je vais démontrer que chaque mi, c'est la multiplicité de alpha i. Et pour démontrer ça, ce que je vais faire, c'est montrer que x moins alpha i puissance mi divise p, mais que x moins alpha i puissance mi plus 1 ne divise pas p. Donc, pour commencer, montrons que x moins alpha i puissance mi divise bien p. Pour cela, j'écris p comme lambda fois x moins alpha i puissance mi, hein, pour un i entre 1 et r, fois le produit de ce qui reste, c'est-à-dire des x moins alpha k puissance mk, mais pour k différent de i. Donc effectivement, j'arrive à écrire p comme x moins alpha i puissance mi fois un polynôme, autrement dit, x moins alpha i puissance mi divise p. Il nous reste à montrer que x moins alpha i puissance mi plus 1 ne divise pas p, et on pourra en déduire que mi c'est bien la multiplicité de alpha i. Alors pour cela, faisons un raisonnement par l'absurde. Et je vais supposer qu'il existe un q dans C crochet x, tel que p égale le coefficient dominant fois x moins alpha i puissance mi plus 1 fois q. Comme ça, ici, q est unitaire. Dans ce cas, je peux alors écrire que donc p, c'est lambda fois x puissance x moins alpha i puissance mi plus 1, que je décompose de cette manière-là, fois ce polynôme q, et c'est aussi égal à lambda fois x moins alpha i puissance mi, fois le produit pour k allant de 1 à r et k différent de i, de x moins alpha k puissance mk. Je peux simplifier ici par lambda, parce que je sais que lambda est non nul, puisque mon polynôme est non nul, donc le coefficient dominant est non nul. Je peux également simplifier par x moins alpha i puissance mi, car c'est un polynôme non nul. On se retrouve avec une égalité polynomiale qui est celle-ci. Et si j'évalue à gauche en alpha i, eh bien je trouve 0. Quand j'évalue à droite en alpha i, eh bien je trouve quelque chose de différent de 0, puisque tous les alpha k sont différents de alpha i. Donc j'ai une contradiction. J'ai donc démontré par l'absurde que x moins alpha i puissance mi plus 1 ne divisait pas p. Et donc mi est bien la multiplicité de alpha i. Donc finalement, si je reprends ce que j'ai démontré, en fait, ce que je viens de dire, c'est que tous les paramètres de cette décomposition, eh bien, ils sont uniques, puisque lambda, c'est nécessairement le coefficient dominant de p, il n'y en a qu'un. Les alpha i sont nécessairement les racines de p, et chaque mi est la multiplicité de alpha i. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité, si vous voulez. Donc, à part des permutations de facteurs, cette décomposition, elle est unique. Quelques remarques sur ce théorème. Premièrement, ce que dit ce théorème, finalement, c'est que tout polynôme de C crochet x, il est scindé. En effet, le théorème nous dit qu'on peut écrire tout polynôme de C crochet x sous cette forme-là, ou encore sous cette forme-là si j'écris vraiment tous les facteurs. Donc finalement, effectivement, tout polynôme de C crochet x s'écrit comme un produit de polynôme de degré 1, il est donc scindé. Dernière remarque sur ce que nous dit ce théorème, si je réécris p sous cette forme, donc en utilisant les mêmes notations, un polynôme b va diviser p, donc b est un diviseur de p, si et seulement si, il va s'écrire sous la forme constante non nulle fois produit des x moins alpha k à une puissance nk, qui va être en fait comprise entre 0 et la puissance ici, la multiplicité de alpha k pour le polynôme p. Alors en effet, si b s'écrit sous cette forme-là, étant donné que nk est plus petit que mk, on peut toujours dire que x moins alpha k à la puissance nk divise x moins alpha k à la puissance mk. Et donc quand je fais mon produit ici, eh bien ça va bien diviser p. On a bien b qui divise p, donc le premier sens est vrai. Regardons l'autre sens, supposons que b divise p, c'est-à-dire que je peux écrire p comme b fois q, ou encore b fois q égale donc ceci, eh bien c'est l'unicité de la décomposition dans notre théorème qui va nous dire que du coup, b, je n'ai pas le choix. Il va s'écrire comme une constante fois un produit des x moins alpha k à une certaine puissance nk.
Et dans ce cas-là, Q, je n'ai pas le choix non plus, ça va être lambda sur mu fois le produit des x moins alpha k à la puissance mk moins nk. Ces exposants ici doivent être positifs, ce qui nous donne donc nk compris entre 0 et mk. Okay, je dois diviser par mu, donc il faut effectivement prendre mu non nul. Voilà, en fait, c'est l'unicité de votre décomposition qui vous impose que si votre polynôme P s'écrit comme produit de deux polynômes, forcément, c'est un produit de x moins alpha k. Il y en a certains que je prends, d'autres non. Si je les prends pas, ils vont dans Q, en fait. Une autre façon de dire ce théorème, cette remarque, pardon, c'est cette équivalence. B divise P dans C, si et seulement si, en fait, toute racine du diviseur de multiplicité m, c'est aussi une racine de P, mais avec une multiplicité supérieure à m comme racine de P. On va finir cette vidéo en regardant un exemple fondamental qui est la factorisation de x puissance n-1 dans C crochet x. Considérons n un entier non nul. Le théorème nous assure qu'on peut factoriser x puissance n-1, on peut l'écrire comme un produit de polynômes de degré 1. Ce qu'il nous faut, c'est connaître le coefficient dominant, on le connaît, c'est 1. Il nous faut également les racines de ce polynôme ainsi que leur ordre de multiplicité. Cherchons les racines. Les racines du polynôme x puissance n-1, ce sont les complexes qui vérifient z puissance n égale 1, ou encore, z puissance n-1 égale 0, c'est-à-dire z puissance n égale 1. Bien, on les connaît, ces nombres, ce sont les racines énièmes de l'unité. C'est-à-dire les oméga k égale exponentielle 2ik pi sur n, où k va de 0 à n-1. On a donc trouvé n racines de ce polynôme qui est un polynôme de degré n. En fait, ça implique, étant donné que x puissance n-1 ne peut pas avoir plus de n racines, que toutes ces racines sont simples. Alors maintenant, si on veut démontrer ça, comment on le fait ? Déjà, ce que je peux dire, c'est que comme j'ai mes n racines, x moins oméga 0 fois x moins oméga 1, etc., bien je sais que ça divise le polynôme x puissance n-1. Autrement dit, je peux écrire x puissance n-1 comme le produit des x moins oméga k fois un polynôme q. Maintenant, ce qui va me permettre de conclure, c'est regarder en fait le degré de ce que j'ai à gauche et à droite. À gauche, j'ai un polynôme qui est de degré n. Ce que j'ai ici, c'est un polynôme de degré n également. Donc nécessairement, comme le produit ici me donne... le degré d'un produit de polynôme, c'est la somme des degrés, bien nécessairement, on a le degré de q qui est égal à 0, forcément. C'est-à-dire q égale constante, et on n'a pas le choix sur cette constante, c'est le coefficient dominant, donc en fait q vaut 1. Autrement dit, x puissance n-1 s'écrit comme le produit pour k allant de 0 à n, donc de x moins oméga k. Et en fait, ce qui me prouve bien également donc, que toutes mes racines sont simples, ici j'ai l'ordre de multiplicité qui est égal à 1. Bon, nécessairement, si vous avez n racines distinctes et que votre polynôme est de degré n, eh bien elles sont forcément simples. Une autre façon de voir les choses, mais qui est un petit peu plus astucieuse, c'est de se rendre compte que donc pour tout cas, oméga k est une racine de p égale x puissance n-1, mais si j'examine le polynôme dérivé, ça me donne n x puissance n-1, et ce polynôme dérivé évalué en oméga k ne me donne pas 0, puisque en fait, finalement, des racines de ce polynôme, il n'y a que 0. Donc toute racine énième de l'unité est non nulle, et donc P' évalué en cette racine ne me donne pas 0. Autrement dit, j'ai P de oméga k égale 0 et P' de oméga k est différent de 0, ce qui veut bien dire que oméga k est une racine d'ordre 1. Donc on a cette décomposition finalement. Examinons ce que ça donne pour des petites valeurs de n. Pour n égale 2, les deux racines deuxièmes de l'unité sont 1 et moins 1. Je retombe sur en fait mon identité remarquable, x carré moins 1 égale x moins 1 facteur de x plus 1. Pour x3 moins 1, eh bien, il faut que j'ai accès aux racines troisièmes de l'unité. Je vous rappelle que le complexe j, c'est exponentielle 2i pi sur 3. On a en fait x cube moins 1 qui se factorise en x moins 1, première racine, x, donc j puissance 0 en fait, x moins j, pardon, et x moins j carré. Pour x puissance 4 moins 1, il faut que j'ai accès aux racines quatrièmes de l'unité. Eh bien, ce sont 1 moins 1, i et moins i. J'ai donc x puissance 4 moins 1 qui se factorise sous cette forme.
Attardons-nous quelques petites minutes supplémentaires sur les trois exemples que l'on vient de donner. Ici, on a donné la décomposition en facteurs irréductibles dans C crochet x de trois polynômes x carré moins 1, x cube moins 1 et x puissance 4 moins 1, qui sont en fait des polynômes à coefficients réels. Et la décomposition, elle est dans C crochet x, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des racines qui sont complexes. Alors justement, attardons-nous un peu sur les racines. Si je prends le premier polynôme, x carré moins 1, en fait, lui, il n'a que des racines réelles, qui sont 1 et moins 1. Il n'a pas de racines complexes. Ça veut dire que ce polynôme, ici, c'est sa décomposition en facteur irréductible dans C crochet x, mais comme je n'ai que des racines réelles, c'est également sa décomposition en facteur irréductible dans R crochet x. Regardons le deuxième polynôme, x cube moins 1. Lui ne possède qu'une seule racine réelle, qui est 1, et il possède deux racines complexes, qui sont j et j carré. Je vous rappelle que j, c'est exponentielle 2i sur 3, qui se situe ici sur le cercle trigo. Eh bien, qu'est-ce que c'est j carré? C'est exponentielle 4i sur 3. Il se situe ici sur le cercle trigo. En fait, j carré, je peux l'exprimer d'une autre manière en fonction de j. J carré, c'est tout simplement le conjugué de j. Enfin, regardons notre dernier polynôme, x puissance 4 moins 1. Lui possède également deux racines réelles qui sont 1 et moins 1. Et il possède deux racines complexes qui sont i et moins i. Et ce que j'observe encore une fois, c'est que ces deux racines complexes, elles sont également conjuguées l'une de l'autre. Alors, ces polynômes-là, x cube moins 1 et x puissance 4 moins 1, eh bien, étant donné qu'ils possèdent des racines complexes, eh bien, la décomposition qui apparaît ici n'est pas la décomposition dans R crochet x. Mais justement, ce qu'on vient d'observer sur ces deux polynômes, en tout cas, et on va y revenir dans la prochaine vidéo, c'est que quand ils possèdent une racine complexe, ils ont également comme racine sont conjugués. Okay, en fait, les racines complexes, elles vont aller deux par deux. Dès que vous en avez une, il y a aussi le conjugué. Voilà, on va revenir là-dessus dans la prochaine vidéo qui s'intéresse à la décomposition dans R crochet x.